Bonjour. Merci à toutes et tous d'être là ce matin pour regarder cette présentation. Du coup, le sujet, ce sera en effet le creature design dans les petits jeux indés. Je vais plutôt vous parler de mon expérience personnelle et mon approche personnelle du sujet. Si vous écoutez d'autres artistes en parler, ce sera probablement une approche différente. Mais j'espère que vous trouverez, pour les personnes que ça intéresse, des choses intéressantes pour votre travail à vous. Du coup, d'abord, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Jeanne Prigent. Je suis en effet game artist freelance en 2D. Je travaille pour les petits jeux indés. J'ai commencé mes études en jeux vidéo à Paul Valéry à Montpellier. Et je les ai terminées à l'Engmin ici il y a quelques temps déjà. Pour la petite anecdote, au niveau de l'Engmin, si vous avez déjà vu Bisous les mains, je faisais partie des 3-4 personnes qui l'ont fait à la va-vite en 1 semaine et demie pour nos propres M1. Et si vous avez aussi vu passer It's Paper Guy, c'était notre jeu en 2018. Du coup, je travaille dans cette industrie depuis 5 ans maintenant. J'ai travaillé pour différents studios et ou solo dev. J'en ai mis quelques icônes là, il y en a d'autres. Et j'ai travaillé surtout sur des petits jeux indépendants, surtout orientés tactique, tour par tour et roguelike, qui demandent du coup pas mal de monstres régulièrement là-dedans. Je voulais vous faire pour commencer, juste pour donner un petit peu de contexte, la kinda timeline de par où ça a commencé l'attrait pour le fait de créer des monstres, parce que c'est pas vraiment une corvée de mon travail, c'est quelque chose que je recherche activement. Donc là, j'ai réussi à retrouver sur Internet des premières créatures que j'ai postées. Les premières étant de 2011. Donc j'étais au lycée. Et déjà, ça m'intéressait. Quand j'étais enfant, je faisais énormément d'animaux. Donc je pense que ça rentrait un petit peu dans ce même cadre que de faire aussi des créatures fictives. Voilà, c'est quelque chose qui me bottait déjà assez tôt, on va dire. Je pense qu'il y en a eu d'autres, mais juste je les ai pas trouvés sur le net. Ok. Donc entre 2013 et 2016, j'en ai pas fait vraiment beaucoup parce que j'ai fait mes études en animation à ce moment-là et c'était déjà beaucoup d'apprendre à créer le mouvement et on avait surtout aussi une pratique plastique avec de la sérigraphie, de la peinture, etc. Donc c'était plutôt un focus là-dessus. Donc j'avoue que le creature design a été un petit peu délaissé à ce moment-là. C'était pas le focus. Mais en 2016, c'est là où j'ai commencé mes études à Paul Valéry. Et donc c'est là, enfin, et donc en jeu vidéo, et c'est là que ça a commencé commencer à créer des designs de créatures. Donc à ce moment-là, on le voit un peu sur la slide, c'est plutôt des créatures flippantes, déformées, un peu dégueu. Mais déjà, j'avais vraiment cet attrait-là pour le fait de créer des choses qui n'existent pas déjà et de m'amuser au niveau des formes, un petit peu comme ça. Du coup, dès 2017, j'ai pu intégrer mes premières créatures dans un jeu. C'était un jeu de jam à l'époque. Donc le jeu en lui-même, c'était une métaphore écologique où du coup ce petit groupe d'aliens, donc c'était un platformer, et ce petit groupe d'aliens avait de l'énergie à l'intérieur d'eux. Là, sur le mock-up, c'était en gris, mais normalement, ça ressortait, c'était bien jaune pétant. Pour chaque action qu'ils effectuaient, ils pompaient dans l'énergie qu'ils avaient en eux et ils devaient ensuite récupérer de l'énergie pour réeffectuer des actions auprès des plantes qui étaient dans l'écosystème dans lequel ils vivaient. Et si on consommait trop de ces plantes-là, l'écosystème se détériorait, se dégradait au fur et à mesure. Et donc déjà, j'avais pu un petit peu, voilà, au cours d'une jam, créer des petits monstres et des petits aliens et les voir un peu intégrés dans un jeu. Et un point que je trouvais important en retombant sur ce projet-là, c'est que déjà, il y avait cet aspect où il n'y avait pas forcément d'humains. Les petites créatures n'étaient pas des proies ou des prédateurs qui sont censés faire quelque chose par rapport à un humain, mais beaucoup plus un élément intégré dans un écosystème. Et je trouvais ça intéressant. Parce que ça se retrouvait dans le jeu suivant, qui était cette fois un projet étudiant. On nous avait donné pour thème l'IA compagnon, donc pas l'IA générée comme on entend aujourd'hui, mais l'IA plutôt qui prend des décisions qu'on lui a codées en avance.
Ici, on avait choisi avec ce thème-là de faire un jeu où on incarnait une maman bestiole, organique, robot, kinda, qui avait ses bébés qui, eux, étaient dirigés avec des behavior trees. Donc, on devait un peu l'éduquer à faire des actions en les répétant et en lui montrant que c'est ça qu'il faut faire. Donc, on devait lui montrer qu'on peut se nourrir avec des baies dans des buissons, lui montrer qu'on peut attaquer des petites proies pour qu'ensuite il puisse se nourrir, etc. Et on devait esquiver les créatures plus hostiles qui nous chassaient. Et là, du coup, pareil, encore une fois, c'était des créatures sans humains qui sont pas forcément le monstre du jeu d'horreur ou quoi, mais qui étaient vraiment intégrés à part entière dans un écosystème. Et c'était très chouette d'explorer ces thèmes-là. C'était un jeu vraiment intéressant, je trouve, même si tout petit. Donc ensuite, je suis rentrée à l'Engmin en 2017 et j'ai continué de faire des monstres. Je ne me suis pas arrêtée. Donc là, j'en faisais pour des jeux de jam, comme l'espèce de Cerbère qu'on voit en haut. J'en faisais aussi pour des projets étudiants. On avait un de nos camarades qui était franco-mexicain qui avait amené le thème des alebrijes dans un petit jeu de rythme. Et du coup, on devait explorer un peu cette thématique de ces créatures très très colorées qu'on voit en bas. Et sinon, j'en faisais pour le fun, juste sur mon temps libre, parce que j'aimais ça. Ce qui nous a amené ensuite au jeu de notre deuxième année, qui était un jeu qui s'appelle Tales of Poena, et qui s'inspirait de Layton, des point and click de ce genre-là, avec une sorte d'enquête à résoudre, et des mini-jeux pour avancer dans le jeu, dans l'histoire. Et donc tout l'univers de Tales of Poena, c'était un peuple qui vivait en harmonie avec des créatures, mais c'était pas forcément des créatures que tu mets dans une cage ou quoi, c'était plus comme vivre avec. Donc de la même manière que on domestique le chat qui chasse les souris et que ça nous arrange bien parce que il bouffe notre grain, voilà, c'était un peu ça. La créature a son comportement naturel et les gens vivent en harmonie avec ça. Et du coup, les mini-jeux reposaient plutôt sur du soin. On avait par exemple celui de la Vertical Slice qui était l'espèce de petit griffon qui est dans les croquis là, qui s'était réfugié après une attaque et on devait le faire sortir de sa tanière en réimitant le bruit qu'il fait avec son bec mais avec des noix pour le faire sortir et le soigner. Et donc là, c'était encore une fois toujours cette histoire d'écosystème et de quand même créer des créatures qu'on n'a pas vues forcément 1000 fois. Et c'était des choses assez intéressantes de pouvoir les explorer quand on est en études, parce qu'après, une fois qu'on est plutôt dans le monde du travail et qu'on fait des designs pour d'autres personnes, c'est plutôt des choses qu'on va avoir tendance à tabasser. Voilà. Donc c'était vraiment chouette d'avoir cette occasion-là des études pour explorer ces thématiques. Du coup, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, je voulais vous proposer de voir ensemble quelques points qui font partie de la création de monstres dans mon travail en tant que freelance sur les différents projets. Donc d'abord, j'ai ce magnifique graphe avec les 3 points que j'ai trouvé très importants à prendre en compte. Donc c'est des choses qu'on peut prendre en compte pour toute création d'assets en fait, 2D ou 3D, mais ça s'applique du coup aussi aux créatures. Donc pour moi, il y a 3 choses qui rentrent un peu en collision et qui matchent plus ou moins bien. Donc ça va être d'abord l'artiste, c'est vous. Donc ça va être vos connaissances, qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce qui fait partie de votre background culturel, etc. Qu'est-ce que vous avez découvert, recherché, etc. Qui va se combiner aussi avec vos compétences. Donc est-ce que vous animez, est-ce que vous faites de la 3D, est-ce que vous êtes capable de faire tous les assets d'un jeu ou certaines parties, dans quel style vous dessinez, etc. Donc ça, c'est ce que vous allez apporter vous. Ensuite, vous allez avoir le client qui va avoir ses propres envies pour son projet. Donc même si vous avez designé le monstre le plus intéressant de la Terre, si votre client il l'aime pas, c'est dommage. Mais aussi, ça va dépendre de sa permissivité. Est-ce qu'il va vous laisser complètement carte blanche et dans ce cas, vous allez pouvoir tester des choses artistiquement qui vous bottent, ou est-ce qu'au contraire, il va avoir une idée très définie de ce qu'il veut et dans ce cas, vous n'aurez pas beaucoup de choses par lesquelles passer et mettre. Donc ça, c'est aussi un point que je trouvais important.
Et enfin, le projet en lui-même, donc son budget, ce qui implique aussi des deadlines et aussi quelle feature, quel type de jeu c'est, ses caméras, etc., ses mécaniques. Donc tout ça, ensuite, ça va guider les choix que vous allez faire ensuite. Moi, j'ai déjà rencontré justement des projets où cet aspect-là, c'était un peu compliqué parce que on allait avoir des personnages ou des créatures ennemies qui allaient être très très complexes et que moi je devais animer derrière. Et en fait, avec un budget très 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 limité, donc spoiler, ça marche pas. Du coup, alors, ce qui guide aussi à quoi ressemble une créature, c'est à quoi ressemble le jeu. Donc là, je vous ai mis l'exemple de Pyrène. Donc, à quoi ressemblait le projet quand je l'ai eu dans les mains et ensuite maintenant à quoi il ressemble. Voilà, c'est un petit peu un cas spécial, mais en même temps, au travail, c'est que des cas spéciaux d'une certaine manière. Donc là, déjà, le développeur avait déjà une idée assez précise de ce qu'il voulait, donc on avait déjà cet aspect gris, donc on voyait déjà à quoi le jeu ressemblait, et en plus il se trouve qu'il avait utilisé en placeholder des assets que je lui avais fait pour un proto précédent, donc j'avais déjà pu commencer à réfléchir, je voyais déjà comment j'allais procéder pour faire ces créatures-là. Donc voilà, là ensuite le résultat final, donc c'est très très proche, mais en effet si ça avait été un jeu avec une vue différente, les monstres auraient été différents, etc. Donc ça c'est un point très important. Donc pour le cas tout précis de ce jeu-là, ce que je devais prendre en compte, c'était les cartes. Tous les éléments s'intégraient dans une carte, que ce soit les objets, les personnages et donc les monstres. Donc là, on a des éléments qui allaient toujours ou presque être là. Donc on allait avoir les points de vie qui sont les points d'attaque qui sont en haut, qui sont là pour toutes les créatures et personnages. Parfois, on allait pouvoir avoir un bouclier aussi qui prenait pas mal de place. Donc il y avait tout intérêt de ne pas mettre des choses intéressantes à cet endroit-là. Et ensuite, on avait des statues provisoires en haut à droite et quelque chose en milieu en bas qui donne plutôt le statut que lui peut appliquer, comme du poison par exemple. Et donc la zone en rouge avec le petit quadrillé là, c'était là où je pouvais mettre les éléments importants de mes designs de créatures, donc ce qu'elle est à de la tête, s'il y a une patte qui fait un mouvement, etc. Moi j'allais plutôt les mettre là. Il fallait pas dépasser de la carte, sauf en haut où on avait le droit de mettre des cornes, des pics, des oreilles, ce qu'on veut. Il le coupait pas à cet endroit-là, notre dev, lors de l'intégration. Une autre question moi, que je me pose régulièrement, c'est que comme je fais aussi de l'animation 2D, je dois toujours me demander comment est-ce que ça va bouger. Donc là, moi, j'utilise en fonction des projets différentes techniques. Donc il y a l'image par image ou le puppet avec Spine. Par exemple, pour le frame by frame, ça sous-entend que si je veux faire 1 seconde d'anime, en fonction du nombre d'images par seconde, ça peut être 6, mais ça peut être 15. Donc il faut se poser ces questions-là et essayer de limiter les détails en fonction de cet aspect-là. Donc voilà, sur les créatures que j'ai en haut, je savais que ça allait être du frame by frame, donc j'ai mis les détails plutôt là où je pensais que c'était nécessaire et généralement les limiter au maximum. Mais plutôt miser sur de la silhouette lisible pour que le mouvement soit ensuite lisible derrière. Là où par contre, quand j'utilise plutôt du spine ou la méthode puppet, à ce moment-là, je peux mettre un peu plus de détails, je peux mettre un peu plus de texture, je peux mettre des ombrages parce que je sais que je vais avoir à le dessiner qu'une seule fois. Là, par exemple, il y a des cas où c'est des projets de jam dans le Puppet et j'ai pu en faire plusieurs en un seul week-end parce que je savais que dans ma technique, mes créatures, je pouvais en faire rapidement et les animer. La question de comment ça bouge, c'est aussi qui va l'animer. Donc là, pour le cas de cette petite fée robot, c'était pas moi. Il s'agissait de Camille, qui est aussi une animatrice de jeux vidéo sur Angoulême. Mais par contre, j'avais en charge, j'avais comme mission de designer les créatures pour elle. Et du coup, là, je devais aussi penser au fait que ça allait être en frame by frame. Je devais aussi penser au fait qu'on n'ait pas exactement les mêmes artistes. Donc là où elle est plutôt orientée sur pas mal d'humanoïdes, moi pas forcément, donc j'ai quand même essayé d'insuffler ça dans pas mal de mes concepts. Et du coup, ce qu'on faisait sur ce cas particulier, donc j'essayais de mettre aussi le moins de détails possible, tout en ayant un tout petit peu pour rendre les designs intéressants.
Mais je faisais plusieurs propositions. Donc là, c'est des mélanges de plusieurs sheets combinés. Mais normalement, c'était une sheet par personnage, par ennemi. Et ensuite, ensemble, on allait choisir lequel allait être le design final qui plaisait le plus à elle et à la deuxième personne du projet qui était le dev. Et ensuite, j'allais faire une dernière sheet avec ce personnage choisi. J'allais le faire avec un turn, donc une version face, profil, 3/4. J'allais faire des propositions de couleurs et en dessous, je faisais des croquis un peu expressifs de mouvements de défaite, de mouvements d'attaque, etc., de pose d'idle, etc. Donc comme ça, à partir de là, elle pouvait un petit peu faire son marché et travailler. Et c'était une collaboration intéressante et c'était intéressant de, pour une fois, pas être la personne qui allait donner le mouvement. Et du coup, tout cet aspect de comment ça bouge, eh ben, ça guide aussi le design et notamment la raison pour laquelle on va retrouver énormément de créatures loups, chiens, des fois lions, si vous êtes un peu originaux. Donc, ça va être souvent ce genre de corps comme ça qui va ressembler juste à un loup et sur lequel on va aller greffer des écailles, des pics, des cornes, etc. En fait, c'est surtout dû au fait que c'est très facile de trouver des rigs de chiens, de loups, et que c'est ensuite facile de trouver quelqu'un qui est capable d'animer ça. Donc pour créer un monstre, en fait, ça va donner voilà, ce corps de chien avec lequel on greffe des trucs. Donc pour les gens qui sont un petit peu très fans de créatures comme moi, ça devient très vite ennuyeux d'en croiser dans à peu près tous les jeux. Mais par contre, c'est quelque chose au niveau de production qui va gagner énormément de temps. Parce que voilà, le rig est déjà prêt, on n'a pas à designer quelque chose de trop complexe, on n'a pas à animer quelque chose de trop complexe, on peut faire avec du déjà prêt et c'est du gain de temps et d'énergie. Aussi, un aspect que j'ai utilisé dans mon travail, c'est de réutiliser. Donc, comme sur mon temps libre, je fais pas mal de créatures aussi, et ça fait que j'ai pas mal de bestiaires dans lesquels pique quand je dois ensuite créer un bestiaire de, disons, plus de 50 bestioles. Donc par exemple, là je vous ai mis quelques petits exemples de ce qui s'est produit dans quelques projets. Donc là par exemple, il y a dans Pyrène, une vingtaine de monstres sont issus du prototype précédent du dev, qu'on aimait bien, qu'on trouvait qui s'intégrait bien, qui collait bien avec la thématique. Il y a juste eu à les repasser dans le style graphique précis du jeu qui était assez proche en soi, mais il y avait du coup plus de shading, les couleurs étaient moins pétantes, le tracé était un peu plus fin, etc. Donc il a fallu quand même les redessiner, mais les designs étaient déjà faits. On a aussi le cas de juste, pour le fun, j'avais fait un bestiaire des créatures de France, et comme Pyrène s'inspire de folklore français entre autres, j'ai pu aussi réintégrer des créatures dans ce projet-là, qui étaient déjà des designs déjà prêts. Et enfin, pour un autre projet qui s'appelle Decum Demonium, là aussi, sur mon temps libre, j'avais fait quelques croquis de monstres en recherchant un peu des formes, des choses, des expressions, etc. Et c'est aussi des choses qu'on a pu réutiliser dans le bestiaire derrière, parce que, pareil, ils nous plaisaient, donc on les a gardés. Donc en parlant de Decum, je voulais vous faire un tout petit passage sur ce projet-là, parce que en fait, c'est un projet qui repose quand même pas mal sur du bestiaire. C'est un projet qui n'est pas du tout terminé encore, mais on a pu le faire un peu tester à l'Engmin lors de 2 events. Donc il a quand même pu être testé ici. Comme l'endroit où arrive le bestiaire est à un endroit un peu spécial, je voulais vous faire un peu une timeline du projet pour vous donner un peu le contexte. Je travaillais d'abord avec un dev avec qui j'avais l'habitude de faire des jams, qui, du coup, comme on travaillait ensemble, m'a dit mais est-ce que ce serait, t'aimes les faire des créatures, j'aime faire des jeux en tour par tour, est-ce qu'on se ferait pas un Pokémon-like, un jeu inspiré par Pokémon? Donc je lui ai dit mais oui, tout à fait, avec grand plaisir. Donc on en est venu à essayer de se pitcher des idées. Et est arrivé le moment où j'ai pitché cette idée de faire un jeu avec des démons qui se battent contre des sortes d'anges. Et le dev a dit non, moi je touche pas à la religion en tant que thème. Moi, les évangélions, les berserk, j'évite de fou, c'est non. Et moi, je me suis dit, en fait, j'ai envie de le faire. Genre, pas forcément le jeu, mais en tout cas, j'ai envie de créer ce bestiaire, j'ai envie de créer des démons, ça m'intéresse comme sujet créatif en fait en tant qu'artiste. Donc je vais faire ça.
Du coup, j'ai réalisé donc 150 démons, donc 50 démons fois 3 évolutions, et je les ai postés sur Feu Twitter à ce moment-là. J'avais aussi, à la fin de ce bestiaire-là, posté un petit mock-up de « et si on en faisait un jeu, à quoi ça pourrait bien ressembler ?» Donc j'avais fait un petit peu ce petit mock-up vite fait pour placer un petit peu les choses que j'avais dessinées. Mais c'était un peu sans arrière-pensée à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là qu'un développeur sauvage est apparu. Donc pour le coup, c'est le team que je connais depuis même avant mes études en jeux vidéo. On se connaît de juste après le lycée. Et il se trouve que c'est aussi un développeur et qu'il travaille sur Godot. Et il m'a envoyé des emojis yeux. C'est vraiment ce qui s'est passé. Et je lui ai répondu avec des emojis yeux. Et en fait, dans la soirée, on avait déjà set up un serveur Discord pour commencer à discuter. Et depuis, le jeu a plutôt évolué. Donc les slides pour les titres, j'utilise notre premier key art. Voilà à quoi ressemble normalement le jeu aujourd'hui en l'état. Et il y a déjà plusieurs petits écrans, un petit univers qui se développe, etc. Et voilà. Donc voilà les 150 démons. Donc quand je les créais, j'imaginais déjà quand même. Enfin, comme ils étaient issus d'un pitch de jeu, je les imaginais toujours dans ce pitch de jeu. Donc j'avais imaginé 5 catégories différentes. Je voulais pas rester sur les éléments de Pokémon. Je voulais faire quelque chose qui change. Du coup, j'avais fait plutôt sur leurs caractéristiques physiques. Donc il y a la première colonne. Les 3 premiers, c'est ceux qui sont ailés. Ensuite, c'est ceux qui sont cornus. Ensuite, c'est des aquatiques. Ceux qui se battent plutôt avec leur mâchoire, leur bouche, et ceux qui ont plutôt des griffes. Donc là, à ce moment-là, quand j'ai créé ce bestiaire-là, en fait, il est arrivé avant le jeu, donc ce qui est quand même assez terrible. Donc pour imaginer, je me reposais pas forcément sur un gameplay précis, parce qu'il n'y en avait pas, mais plutôt sur des envies de raconter des choses à travers leur design. Comme par exemple, je voulais faire un démon qui représente un livre, un démon qui représente la lune, des étoiles, etc. De reposer un peu plus sur ces choses-là, du feu, des champignons. Bon. Et ensuite, après, je leur avais tous donné un nom et une description. Donc, par exemple, pour un exemple, il y en a un, c'est Golok, donc ça repose sur la construction de Moloch, qui est un démon, et de reprendre le mot Gol, qui est la gueule, et comme c'est un démon avec une bouche, vous comprenez quoi. Ils avaient tous aussi une description qui était machin est le démon de, par exemple, il y en a un, c'est le démon des disputes et des éclats de voix, parce que du coup, voilà, la bouche, etc. Et ils avaient tous un petit peu un truc comme ça, une petite description. Je sais pas si on le gardera dans le jeu, mais en tout cas, c'est là. Et donc, quand je les designais, je peux pas m'empêcher. J'imagine toujours comment ils bougent en fait. Donc même quand ils sont juste sur une feuille de papier, je sais déjà comment je vais les animer si je devais le faire. Et il se trouve que j'ai dû le faire. Donc c'est comme ça que j'ai après utilisé Spine. En fait, c'est en autodidacte en faisant 150 idoles. Du coup, voilà les différents exemples de petites animations comme ça. En fait, ils n'ont pas d'anime d'attaque parce qu'on le fait un petit peu plus avec le fait de déplacer l'asset directement. Mais en tout cas, on voulait quand même qu'ils aient tous un peu de vie au niveau de l'idle. Donc c'est pour ça qu'on s'est embêté à tous les animer. Du coup, je voulais quand même vous faire aussi un petit point sur les références parce que je trouve ça toujours très intéressant. Donc, ce que moi je voulais exprimer dans ce bestiaire-là de ce jeu-là, c'était un petit peu montrer les démons, pas seulement ceux qui ont des cornes et des ailes de chauve-souris, mais aussi un peu plus le grand panel en fait de ce que sont les démons dans l'histoire de l'art, et pas que, mais juste en général. Et donc du coup, en fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu des choses comme le dictionnaire infernal ou les illustrations autour de Lars Goetia, mais en fait, les démons, c'est vraiment pas que ce qu'on voit partout au niveau de la représentation de Satan, mais il y a des choses beaucoup plus fantaisistes. Il va y avoir des oiseaux perchés sur une monture, il va y avoir des choses comme ça. Donc ça, c'est un aspect que je voulais un petit peu ramener dans ce bestiaire-là. Il y a aussi les créatures marines, des anciennes cartes qui sont un peu fun aussi dans leur look comme ça. Il y a pas mal de choses au niveau des gravures et des créatures qui sont intéressantes, qu'on ne retrouve pas forcément partout. Même chez Bosch ou des choses comme ça aussi, dans les
Dans les enluminures médiévales, il y a aussi pas mal de représentations de démons vraiment fun et originales. Et en fait, c'est vraiment des choses que je trouve qu'on retrouve pas assez dans le jeu vidéo. On va un petit peu brasser les mêmes designs, les mêmes choses. Et moi, j'ai un petit peu envie d'avoir un peu plus de ce genre de choses-là, quoi. Et du coup, quand on s'intéresse aux monstres, on peut aussi régulièrement se demander, mais en fait, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a créé des monstres? Pourquoi il y en a pourquoi on a eu ce besoin-là? Donc déjà, on connaît un petit peu les folklores. On sait qu'on va avoir tendance un petit peu à se faire des histoires qui font peur, etc. On peut aussi penser éventuellement au bestiaire, au fait que certains explorateurs allaient explorer le monde, revenir en disant j'ai vu une manticore, alors ça ressemble à ça, c'est un mélange de tel animal. Et ça allait se mélanger avec la girafe, qui pour le coup une vraie bestiole avec un très très long cou. Et en fait, là, à ce moment-là, c'était pas aussi facile qu'aujourd'hui d'aller sur place en avion et de prendre une photo pour dire en fait, j'ai écumé tout l'endroit et j'ai parlé aux gens, ça n'existe pas, t'as dit n'importe quoi. Mais en fait, les gens n'étaient pas non plus complètement, ne croyaient pas absolument toutes les légendes dont on entend parler aujourd'hui à l'époque médiévale et Renaissance. Mais en fait, il y avait énormément de poids symbolique en fait dans ce que représentent les créatures et les monstres. Ça allait plutôt amener des leçons de morale, ça allait transmettre des valeurs en fait. Et la création de ces monstres, elle était souvent justifiée, elle était rarement gratuite, mais elle transmettait quelque chose et souvent au niveau religieux, puisque c'était très 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 important à ces époques-là. Donc, par exemple, je vous ai mis quelques exemples, mais juste le fait d'avoir cet aspect démoniaque monstrueux, c'est aussi la peur des enfers, la peur des démons, pour pour empêcher les gens de commettre des péchés, donc rester dans le droit chemin. Mais aussi inspirer soit de l'héroïsme, comme par exemple chez Saint Georges le fait qu'il défait le dragon, ou chez par exemple le cas de la Tarasque et de Sainte Marthe qui va plutôt le domestiquer. Ça va aussi mettre en avant les figures saintes à cette époque-là. Et du coup, c'est encore une question de transmettre. Par exemple, les créatures qu'on connaît très bien, comme par exemple les dragons. Le dragon, en fait, il représente le diable. Littéralement, c'est pas juste un dragon. De la même manière que la licorne, elle peut représenter Jésus aussi, et transmettre aussi la valeur de pureté, etc. Donc voilà, en fait, s'intéresser aux créatures, c'est aussi comprendre leur création et dans quoi elles sont apparues, en fait. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas non plus totalement gratuit quand on met des créatures dans des films ou des jeux vidéo. Notamment, quand on crée des créatures pour le jeu vidéo, il faut toujours penser au gameplay. En fait, ça va être guidé par le game design. Donc, on va se poser des questions. Je vous en ai listé quelques-unes qu'on peut se poser régulièrement. Mais est-ce que déjà, le monstre qu'on fait, est-ce qu'il a un but à être terrifiant, comme dans un jeu d'horreur? Est-ce que c'est quelque chose qui va se tapir dans l'ombre, faire un jumpscare contre lequel on ne peut pas vraiment se battre? Ou est-ce que ça va être plutôt une créature compagnon, on peut monter sur son dos, ça va être un jeu un peu plus mignon. Ça ne va pas impliquer le même design, évidemment. Est-ce que c'est une créature qui va être faible? Est-ce que ça va être une armée de gobelins à 10 PV qu'on peut aller trucider par dizaines dans la zone? Ou est-ce que c'est plutôt le boss final avec énormément de points de vie, différentes étapes dans ses attaques? Pareil, on va pas le designer pareil, ça doit pas faire la même impression sur le joueur, ça doit pas servir le même game design. Est-ce qu'il est lootable? Est-ce que si on le tue, il va nous donner des choses pour crafter, comme des écailles par exemple? Est-ce qu'il va lâcher une arme qu'on peut équiper, etc. Comment il se déplace? Est-ce que c'est une créature qui va se mettre dans sa lave et vous balancer des boules de feu? Ou est-ce qu'il va plutôt se déplacer? Est-ce qu'il va voler au-dessus des obstacles? Est-ce qu'il va courir sur vous ou être très lent? Au contraire, encore une fois, ça ne va pas guider le design de monstre de la même manière. Et aussi, est-ce qu'il va infliger du statut ou d'autres statuts? Comment il va vous attaquer? Est-ce qu'il vous mord? Est-ce qu'il vous balance des projectiles? Là aussi, encore une fois, ça doit être visible en fait pour le joueur face à lui quand il voit la créature, ou au moins un petit peu. Ou alors, si ça ne l'est pas, il faut maîtriser les codes pour pouvoir jouer avec, et jouer avec le fait de surprendre aussi.
Donc jusque-là, je vous ai beaucoup parlé de références européennes, et il y a une raison pour ça. Donc quand j'ai le choix, et parfois je ne l'ai pas avec mon travail, donc là par exemple, je n'ai pas eu le choix sur le fait de designer des créatures égyptiennes, mais quand j'ai un petit peu mon mot à dire sur la chose, c'est vrai que je préfère ne pas attaquer sur des cultures qui ne sont pas la mienne, personnellement en tout cas. Parce que déjà, j'apprécie pas forcément le fait de me faire de l'argent sur le dos de la culture de quelqu'un d'autre. Je préfère que ça soit des jeux qui soient faits dans ces endroits-là par les personnes que ça concerne, parce que ça fait plus sens que ça soit des ventes qui aillent de ce côté-là. Et aussi, je suis assez persuadée qu'il y a une compréhension fine des créatures, de ce qu'elles représentent, de leur symbolisme, qui se perd si on n'a pas les ressources pour les raconter. En fait, si on va attaquer un bestiaire qu'on ne connaît pas ou mal ou qu'on ne brasse pas depuis longtemps, je pense qu'on peut faire des sortes de fautes qui ne seront peut-être pas perçues par les gens qui connaissent mal, mais qui, par contre, pour les personnes dont c'est la culture, vont le voir. Mais par contre, ne pas en faire des projets commerciaux ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'y intéresser, parce qu'il y a énormément de choses très intéressantes dans les bestiaires du monde entier. Là, je vous ai mis des exemples, moi, de choses que je vois plus rarement et que je trouve super intéressantes. Il y a vraiment de quoi quand même un peu à la fois s'éduquer, à la fois un peu remplir dans notre esprit les palettes de formes, d'anatomie, de représentation. Ça reste quand même super intéressant, et il y a vraiment plein de super choses à découvrir qu'on ne voit pas encore énormément partout. Donc on peut quand même toujours s'intéresser un petit peu aussi à ce qui se fait ailleurs, juste pour soi et pour sa culture. Mais du coup, en France, il y a quand même pas mal de choses intéressantes encore à faire. Mais il y a plein de créatures qu'on ne voit pas partout, alors que c'est chez nous. Et on peut déjà s'y intéresser, on le connaît très mal, et il y a encore beaucoup de choses à faire et à faire découvrir à soi et aux autres. Par exemple, moi, je ne sais pas combien de personnes ici connaissent, par exemple, la velue, ou Bighorn et Chichefas, ou la groire en Bretagne, etc. Il y a beaucoup de monstres très méconnus. Et oui, je pense qu'il y a encore des choses à faire. Moi, j'adorerais voir beaucoup plus de jeux français qui traitent, même horrifiques, qui traitent de bestiaires qu'on a chez nous. Et donc, du coup, nous, on a un petit peu essayé de faire ça avec Pyrène dans son bestiaire, entre autres. Donc, Pyrène, c'est un projet qui repose sur la mythologie pyrénéenne et basque. C'est un jeu aussi, un tour par tour tactique roguelike. Voilà. Donc c'est celui dont je vous ai montré des screenshots un peu plus tôt. Et donc sur ce projet-là, en fait, on s'est inspiré de cette mythologie-là qu'on connaissait très mal. Du coup, j'ai dû créer jusque-là plus de 70 monstres pour ce projet. Donc pour ces créatures-là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on savait qu'on allait vouloir parler des Pyrénées, et que le jeu se passe dans les Pyrénées à l'âge de fer et parle du mythe de Pyrène. Et donc sur ce projet, oui, on a commencé au tout début à s'intéresser à la mythologie vraiment pyrénéenne des Pyrénées, mais il n'y a clairement pas 70 créatures dans la mythologie pyrénéenne. Donc on a ensuite élargi aux mythologies plutôt basques aussi. Donc là, on a découvert encore pas mal de choses, mais c'était comme toujours pas assez. Donc on a fait aussi un petit peu plus l'Occitanie et Sud de France. Et pour finir, quand il manquait un petit peu des choses dont on avait besoin, on a été récupérer un peu plus du côté France et Europe. Mais on a essayé de fonctionner comme ça au niveau localisation. Que dire de plus sur ce bestiaire-là? Oui, il y en a pas mal. À ce moment-là, moi, quand je les ai créés, le développeur n'avait pas forcément en tête exactement de ce qu'ils allaient faire au niveau gameplay. Donc j'ai eu pas mal de liberté un peu sur ça. Il y avait quand même certains où on savait qu'ils allaient se trouver dans certains biomes, donc certains biomes qui impliquaient un peu du poison par exemple, ou de la glace, etc. Donc ça, on a pu faire un petit peu ça. Mais sinon, au global, on était plutôt intéressés au fait de représenter ces créatures-là. Donc voilà, je vous ai mis quelques exemples de ceux qui sont très précisément des créatures basques. Donc c'était aussi très rigolo de découvrir des choses. Moi, je sais que je les connaissais pas du tout. Même si je m'y intéresse, il y a vraiment quand même beaucoup de monstres encore un peu inconnus.
C'était vraiment très rigolo. En tout cas, moi j'aime toujours quand mon travail m'amène à découvrir des choses nouvelles. C'est toujours très intéressant. C'est une des parties que j'apprécie le plus. Et du coup là, ça permettait vraiment de découvrir oui, même de la culture différente, des divinités différentes, etc. Et de réfléchir un petit peu à des anatomies, des formes différentes aussi. Mais par contre, ce qui dit chercher sur des folklores aussi méconnus que le folklore basque, eh ben, ça sous-entend qu'il y a aussi très peu de références visuelles. J'ai eu aussi la mauvaise surprise de tomber sur les pages Wikipédia de certaines créatures et de me rendre compte qu'elles étaient illustrées par du Midjourney. Et personnellement, moi je suis pas du tout pour ça. Je vois pas ce que ça a d'encyclopédique de mettre ça. En plus, on sait pas vraiment ce que la personne a mis comme mot dans son prompt, parce qu'elle a certainement pas pu écrire le nom du monstre parce qu'il n'y a pas de référence visuelle, comme on l'a dit. Et du coup, on ne sait pas ce qu'elle a mis. C'est du vomi en fait d'images pré-mâchées. Enfin, c'est vraiment pas fou quoi. Donc, je suis tombée sur ça. J'étais vraiment très agacée. Donc moi, ce que j'ai décidé pour Pyrène, parce que j'aurais préféré des vues d'artistes à la rigueur, parce qu'au moins ça, on sait qu'il y a cette subjectivité de l'artiste en fait, et ça a un poids plus intéressant là-dessus. Donc moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de rester en fait seulement sur les descriptions textuelles. Et de pas du tout m'intéresser à ce qui était mis là-dedans. Et j'avais aussi la chance d'avoir, pour un petit peu backup sur les créatures et leurs descriptions, un dictionnaire des créatures. J'en parle un tout petit peu à la fin. Normalement, si j'ai le temps, j'allais jusqu'à cette slide. Mais voilà, donc j'avais un dictionnaire assez complet qui a notamment des créatures basques et d'autres endroits. Et du coup, voilà, j'ai pu un peu double-check avec mon livre. Mais c'était plus intéressant de partir que du textuel. Au moins, on savait que la source était beaucoup plus fiable que de s'inspirer de ça. Voilà. Donc, en conclusion, je voulais revenir sur les petits points que je trouvais les plus importants. Donc, pour comment on fait des monstres en fait pour des jeux indés comme ça. Déjà, faites-en. Si ça vous intéresse, faites-en plein. Trouvez des formes différentes, des designs différentes. Enfin, éclatez-vous, c'est vraiment un aspect fun en fait du game art. Donc, allez-y. Faut se poser quand même toujours la question de que veut le client et quelles sont les limites du projet. Parce que c'est ce qui va guider si vous respectez pas ces questions-là. Mais c'est comme pour tout asset 2D, ça va pas marcher. Avoir donc toujours le gameplay en tête, c'est aussi ce qui va guider énormément le design de vos monstres et qu'est-ce que vous allez pouvoir y mettre dedans et à quoi il va ressembler. Réfléchir à comment il va bouger, est-ce que c'est vous qui animez, est-ce que c'est pas vous, est-ce qu'il va être rigué, est-ce qu'il va être animé à la main, etc. Ça doit aussi énormément guider votre design. Faites des recherches, lisez à propos d'eux, découvrez des bestiaires, découvrez des artistes qui font des monstres, il y en a plein, des super chouettes à découvrir, et ça va de toute façon étayer votre bibliothèque visuelle dans tous les cas. N'ayez pas peur de réutiliser. Si vous faites plein de créatures, si vous faites plein de choses de manière générale de votre côté, n'ayez pas peur de repiocher dans vos designs. C'est aussi à ça que ça sert que de pratiquer. Comprendre le contexte derrière les créatures, ça vous permet d'avoir une compréhension une approche plus fine de ce que vous allez en faire, de comment vous allez le faire, de quelle place il va avoir dans votre jeu. Et c'est intéressant et ça sera plus subtil et des personnes vont s'en rendre compte et c'est cool. Et découvrir des choses à propos de nos folklores à nous. Il y a plein de choses encore à voir. C'est loin d'être inintéressant et c'est loin d'être surutilisé, donc n'hésitez pas. Et juste pour la toute fin, je voulais éventuellement vous recommander quelques livres que j'ai et que si vraiment vous aimez les bestiaires et les créatures, ça peut vous botter. Donc ça, le grand guide du monde merveilleux qui vous entoure d'Arthur Spiderwick, donc des chroniques de Spiderwick, illustré par Tony Diterlizzi qui fait des illustrations vraiment magnifiques. Donc ça, c'est un livre que j'ai reçu enfant. Je pense que ça a dû participer à faire que je suis là. Et c'est vraiment un livre super passionnant. Vraiment, les illus, elles sont magnifiques, les designs sont originaux. En plus, c'est écrit comme si elles existaient vraiment. Donc il y a ce petit charme un petit peu que quand t'es enfant, ça te fait vraiment rêver. Avec quelques illustrations, on voit la manticore avec des vraies gravures et tout. Donc il est trop bien, c'est mon livre préféré.
Un autre qui est intéressant sur plutôt les vues au niveau artiste, donc c'est fait par 3D Total. Donc c'est Mythical Beast, an Artist's Field Guide to Designing Fantasy. Donc là, pour le coup, c'est pas du tout croire qu'elles sont réelles, mais plutôt comment un artiste va les approcher. Donc là, en fait, c'est plein d'artistes différents qui ont chacun pris une créature et qui l'ont designé des croquis de pré-prod jusqu'à un design plus final. Et du coup, avec du coup un peu de texte qui commente leur processus créatif pour arriver jusque-là, quels choix ils ont fait, etc. Des études, des fois un peu de texture de plumes, d'écailles, c'est très très cool. Du coup, créature de Lei Yamamura, ça c'est l'artiste qui m'avait un petit peu inspiré quand j'avais fait les créatures de Tales of Poena en M2. Donc là, c'est en japonais. Moi, je parle pas japonais, donc je sais pas ce qu'il dit. Mais par contre, il y a vraiment beaucoup de dessins expressifs, de petits détails, de petites choses comme ça qui déjà racontent énormément de choses. La qualité des illustrations est assez incroyable. Les créatures sont très chouettes. Elles ont toutes un peu une personnalité, des choses comme ça. Donc vraiment, c'est un très chouette livre. Il y a aussi, pour compléter le côté un peu plus réaliste du livre d'avant, là, il y a des choses beaucoup moins réalistes, mais très stylisées, avec des super silhouettes, des super couleurs, etc. Donc, c'est Monster and Human Imaginary Creatures de Satoshi Matsura, qui est aussi un illustrateur. Et je sais que certaines de ces illustrations se retrouvent dans des jeux de société, par exemple, aussi. Donc, ça reste quand même un petit peu dans le cadre du jeu. Et c'est super intéressant. Voilà, je vous ai mis la planche avec des dragons. Il y a plein de formes très cool, en tout cas, et très originales. Et pour finir, évidemment, le super dictionnaire, je vous ai parlé, avec un super long titre, Dictionnaire des fées du peuple invisible dans l'Occident païen, c'est précis. Mais oui, il est super complet, il y a vraiment plein de choses. Il y a du breton, il y a du basque, il y a du français. Et ouais, il est super, super chouette. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Jeanne, c'était très intéressant. On va prendre les questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à lever la main, on va vous passer les micros. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question sur comment est-ce que tu fais tes recherches plus approfondies, parce que typiquement pour Pyrène, tu es allé chercher un bestiaire qui est effectivement, même en France, relativement peu connu, j'ai l'impression. On t'a dit que dans les livres que tu as montrés, donc ça parlait effectivement, entre autres, de monstres basques, mais j'imagine que tu as dû aller chercher plus de choses pour aller en chercher 70. Comment est-ce que tu fais tes recherches très concrètement quand tu cherches de manière générale des inspirations ? Du coup, pour le cas de Pyrène, on travaillait, on était 3, donc il y avait le développeur, il y avait moi en art et il y avait du coup Marion en narrative design, et c'est aussi elle des fois qui allait chercher au moins des pitchs de créatures, donc pour brasser large. Sinon, je faisais appel. Déjà, il y a des listes un petit peu de créatures qu'on peut trouver sur Internet, entre autres, ou dans ce genre de livres comme ça, où on sait que c'est vraiment par zone particulière, donc par la France, par etc. Il va y avoir des portails, des sites avec des listes de créatures basques, par exemple, ou occitanes, ou des choses comme ça, ou bretons aussi. Du coup, notre narrative designer, elle avait fait des études et déjà des recherches sur le Pays basque par le passé, donc c'est quand même beaucoup, elle aussi, qui nous en a apporté quand il y avait besoin. Des fois, moi, j'allais arriver, il y avait déjà une liste. Donc voilà, je pouvais en apporter quelques-uns de mon côté en faisant des recherches sur Internet en général, en recherchant plutôt des listes plus que des visuels. Et on allait se compléter comme ça, quoi. Bonjour. Ouais. Désolé. Merci pour la présentation, c'était vachement intéressant. Moi, j'avais une question, ou plutôt, quels seraient les conseils que tu donnerais pour un design original lorsque tu dois reprendre des traits, on va dire, imposés, que ce soit par le studio ou par toi-même. Et je pense vraiment à l'exemple du démon cornu avec des grandes ailes, qui est évidemment usé et repris. Mais comment tu l'aborderais pour qu'il soit malgré tout original et également avec ta patte personnelle, surtout si on te demande de ressortir le cliché un peu du Seigneur du Mal, infernal et tout ça. Alors, le conseil que je pourrais donner, c'est de
faire plein de designs en croquis en fait. Donc déjà au début, déjà de comprendre, d'analyser un petit peu qu'est-ce qui fait qu'il est cliché et qu'est-ce qui est la chose qui va être obligatoire à garder pour que le design soit celui qu'on t'a demandé, mais en même temps de repérer quels sont les aspects qui ne sont pas nécessaires et pas obligatoires pour cet aspect-là. Et ensuite de faire plein de croquis, parce qu'en fait en général quand la tâche elle semble un petit peu insurmontable comme ça, faire un premier croquis qui va peut-être être pas très original, ça permet qu'ensuite le deuxième, tu vas aller chercher tout ce que tu n'as pas mis dans celui d'avant, ou faire une déclinaison d'un truc que tu as moins aimé sur le précédent. Et en fait, si tu en fais 1, 2, 3, 4, 5, 10, au bout d'un moment, ceux vers la fin, ils vont avoir, tu te seras tellement lassé en fait d'avoir fait les premiers que du coup tu vas aller chercher un petit peu plus de ressources, aller aussi ne pas hésiter aussi à aller regarder des références d'autres artistes aussi, de voir comment eux ils ont interprété, et sans copier évidemment, essayer de voir ok moi jusque là je faisais que des cornes qui sont hautes comme ça, peut-être que je vais peut-être les faire super larges, super hautes ou super larges. Est-ce que voilà, moi depuis le début je l'ai fait que musclé, mais en fait c'est pas obligatoire, donc est-ce que je vais pas faire un démon tour à bougri, on sait pas, tu vois. Et du coup de à la fois croiser plein de références, plein d'artistes, que ça soit plutôt de l'histoire de l'art, de comment ça a été fait avant, jusqu'à des artistes plus contemporains, etc. Et ensuite aussi de faire plein de tests. Moi ce serait plutôt ce conseil-là que je donnerais pour à la fois, si tu dois réussir les trucs, mais quand même en sortir un petit peu. Puis surtout, si tu as quelqu'un à qui tu dois rendre des comptes derrière, donc un client ou une team à qui tu dois montrer ensuite ton travail, tu vas pouvoir aussi checker auprès d'eux lesquels peuvent leur parler le plus, etc. derrière. Ok, merci. J'enchaîne ici. Bonjour, ma question c'est sur la collaboration avec les sound designers, si jamais tu as eu l'occasion de le faire dans des projets comme ça un peu indé. Et en fait je me demandais, tu disais tout à l'heure, dès mes premiers drafts, quand je commence à imaginer la créature, la dessiner, tu penses tout de suite à l'animation, comment elle va bouger, son poids, etc. Est-ce que tu fais un peu la même démarche sur comment elle va... Enfin, quel bruit elle va faire, quel son, etc. Ou est-ce que vraiment c'est... Ça, tu laisses la liberté créative au sound designer et genre surprends-moi quoi, ou est-ce que c'est un travail collaboratif, itératif tout au long du projet? Alors, idéalement, moi j'aimerais pouvoir. Ça serait trop chouette de pouvoir au moins discuter sans forcément imposer, mais en tout cas de pouvoir donner des références, voilà, discuter de ce sujet-là. Mais malheureusement, c'est pas vraiment comme ça que ça peut se passer. Déjà, par plusieurs facteurs. Moi, quand j'interviens, comme je suis en freelance, c'est pas forcément moi qui vais leader le projet et qui va avoir mon mot à dire sur même ces aspects-là. En général, on va plutôt me faire écouter quelque chose, plus je vais le recevoir, mais je vais pas avoir d'input forcément à donner derrière. Et donc, du coup, je vais plutôt arriver devant le fait accompli là-dessus. Déjà et sinon aussi il faut aussi avouer que autant moi je vais arriver assez tôt des fois dans la prod alors que le sound design dans beaucoup de jeux comme ça indé malheureusement ils arrivent à la fin, on leur balance le truc, ils n'ont pas été intégrés dès le début. Moi je préférerais largement que les sound designers soient intégrés dès le départ des projets, mais ça se fait rarement comme ça, donc c'est un peu triste, mais c'est la réalité de la chose quoi. Ok, merci. Hello. Tu fais beaucoup de chimères, enfin, t'en fais pas mal. Et je me demandais, est-ce que tu as déjà réfléchi ou expérimenté un système où tu fais plein de morceaux de monstres et tu fais un genre de système procédural pour tous les mixer et puis ça te fait des bonnes surprises ou des trucs horribles? Ou est-ce que à chaque fois l'intention de design est trop importante pour te permettre d'avoir du random? En fait, ça s'est jamais présenté, mais j'ai déjà pensé en tant qu'idée qui pourrait exister, mais ça s'est jamais présenté dans les différents projets parce que généralement les monstres, c'est plus, en tout cas vu par les autres personnes, c'est beaucoup plus vu comme un moyen. C'est vu comme un moyen de design. Donc en fait, on va pas vraiment réfléchir à ce point-là, à comment faire le monstre. Moi, on va pas vraiment s'intéresser à même comment je vais les designer et quelles références je vais croiser. Ça va être beaucoup plus
fait, j'ai besoin d'un squelette, il sera à 50 PV, j'ai besoin d'un squelette, mais lui, il inflige poison, j'ai besoin de... Et du coup, ça va être plus des prétextes. Limite, moi, je peux amener à la rigueur en disant, alors là, j'ai pris la liberté éventuellement, mais si c'est pas bon, tu me dis, je change. Mais c'est vrai que ça m'est déjà passé par la tête. En fait, ce genre de choses procédurales, ça te donne moins de contrôle sur ce que tu vas avoir à la fin. Mais si un jeu reposait sur le fait de en avoir besoin, je pense que ce serait très fun. Ça peut faire des jeux vraiment rigolos et avec beaucoup de contenus qui peuvent se baser là-dessus, même au niveau game design aussi, en fait, du coup, vu que les deux sont toujours liés. Donc je ne l'ai jamais fait, mais je pense que ça serait fun. Bonjour, merci beaucoup pour la conférence, c'était hyper intéressant, ça donne envie de faire plein d'idées de jeux, mais bref, je passe. Du coup, je me posais la question justement pour aller un petit peu pour un peu prolonger la question précédente sur le rapport entre game design justement et la partie créature design, parce que j'imagine qu'il y a pas mal d'intrications et du coup, à quel point c'est fréquent de faire des allers-retours, de se dire au moment où tu designes la créature, ça implique peut-être des choses d'un point de vue côté game design, justement sur la façon de se déplacer, d'agir, etc. Et inversement, des choses qui arrivent peut-être après ton design initial, à quel point tu dois le modifier. Comment ça fonctionne un peu cet aller-retour que tu as, qui peut y avoir, j'imagine, tout au long d'une prod? Alors, ça arrive en effet. Ça arrive pas trop, dans le sens où ça va pas arriver sur chaque monstre, ça peut arriver sur 1, 2, 3 dans une prod à la rigueur. Et ça va vraiment dépendre de l'organisation de la prod aussi et à quel moment on me fait intervenir. Parce que des fois, on me fait intervenir très tôt. Des moments où tout n'est pas designé. Et donc là, toi, tu vas faire quelque chose. Des fois, tu vas savoir que ça va être du prototypage et du placeholder, donc tu vas le faire en y allant mollo. Et il y a d'autres fois où, par contre, tu arrives un petit peu plus tard, la liste, elle est prête, c'est carré. On peut quand même faire des retouches ou des choses comme ça. Mais ça arrive en tout cas. Mais c'est pas systématique et c'est pas en général en très grosse dose. Et aussi, pourquoi c'est pas en très grosse dose? Parce que c'est aussi souvent sur des jeux à petit budget sur lesquels je travaille. Et s'il faut me faire travailler 3 mois de plus juste pour retaper je sais pas combien de monstres, je pense qu'ils préfèrent garder le monstre et éventuellement trouver une astuce autre que le redesign et la réanimation complète. Mais ça peut arriver. Ça dépend vraiment du client, ça dépend de quand j'arrive et ça dépend d'à quel point les gens sont fixés. Mais voilà, ça arrive régulièrement, mais pas trop non plus. Merci beaucoup. Bonjour, merci beaucoup pour la conférence. Alors déjà, SO, l'Université de Paul Valéry Montpellier 3, c'est toujours un plaisir d'être présenté. Tu as beaucoup parlé de la fonction de la créature, de penser tôt à la fonction de la créature, à ses pouvoirs, sa place narrative, même comment elle va bouger, tout ça. Je voudrais savoir un peu comment ces contraintes-là, elles informent ton processus de design. Est-ce que, en général, tu as vraiment l'impression de partir de ces contraintes fonctionnelles pour guider un peu la création du monstre, vraiment avec une approche presque un peu anatomique, bio du truc, et voir vraiment comment ça va construire un monstre? Ou est-ce que tu es plus sur un travail de forme un peu libre, où tu vas essayer plusieurs choses et voir ce qui colle ou pas avec les contraintes que tu as? Et peut-être un peu de ping-pong aussi entre les deux, j'imagine. Mais je dirais que dans mon travail, moi j'ai pas mal de liberté quand même à ce sujet-là, parce que déjà, soit je peux arriver sur des projets où ils savent qu'ils veulent 50 monstres, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils savent pas, mais ils savent qu'ils en veulent 50. Donc ça arrive. Donc là, je fais un petit peu ce que je veux, je fais des croquis, je les envoie, ça passe pas, ça s'intègre. Et après, le dev va dire « Oh, celui-là, il a une couleur vaguement violette, je vais lui mettre un truc poison. » Ou alors dire « Ah, celui-là, tu veux pas juste changer la couleur de ses yeux en violet, comme ça, je lui mets du poison. » Donc ça, sur ces trucs-là, je suis assez libre. Et sinon, même quand les devs ont un avis un petit peu plus tranché sur le design de ce qu'ils veulent, quand même, ça arrive pas mal ou de fois où j'ai quand même pas mal de liberté, parce que ça va être plutôt j'ai envie d'un fantôme, il vole et il peut passer à travers les murs, mais c'est un fantôme qui est quand même un ennemi d'élite, donc il faut qu'il soit imposant.
Mais à partir de là, si j'ai la direction artistique un peu en tête, soit parce qu'elle a été faite avant, soit parce que c'est moi qui l'ai fait, dans ce cas, moi je vais avoir juste ce pitch-là en fait. Donc c'est là où moi je vais pouvoir proposer des formes différentes, me dire bah voilà j'ai envie qu'il soit très long ou qu'il soit très buff ou qu'il soit comme ci comme ça. Et en fait j'ai quand même pas mal de liberté même quand il y a un pitch au niveau game design. Merci.